Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred et FAMC pour la nouvelle FAQ. Comment tu vas, Fred? Impeccable. Bon, tant mieux. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Et on le fera avec grand plaisir. Fred, première question. Quels seraient les conseils pour une ceinture blanche en JJB grappling que vous auriez à donner? Force les gars, c'est Edia Zaïd qui nous pose cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Ceinture blanche, donc du coup, c'est vraiment les débuts. Faire, comme on le dit souvent, c'est au début faire beaucoup de volume. Surtout quand en JJB, il y a énormément de techniques. Donc en jiu-jitsu brésilien, c'est un panel vraiment très large. Et donc du coup, essayer donc de faire le plus d'entraînement possible déjà pour emmagasiner le maximum de techniques. Essayer aussi de se fixer des thèmes par entraînement. Parce qu'au début, c'est tellement large que quand on fait du combat, on comprend rien, il y a tellement de variétés. Essayer de se fixer des petits thèmes, des petits objectifs. En plus, dans le club des balaises, il y a une vidéo sur les objectifs et le cahier d'entraînement, etc. Ça, c'est vraiment le cahier d'entraînement. Je regrette de ne pas l'avoir fait à mes débuts, tu vois. Ah oui, non, mais complètement. De toute façon, je veux dire, c'est un des outils pour moi les plus sous-estimés pour l'apprentissage. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, par exemple, tu vas à l'école, t'as toujours ton. Si t'es un bon élève, ouais, t'as toujours ton cahier, tu prends tes notes, t'as un travail après tes devoirs, t'as un travail après les cours. Et c'est même plus ce qui va te faire progresser que le cours en lui-même. Et bah là, toi, en JB, souvent, ce que je déplore, je regrette, c'est que les gens, ils vont à l'entraînement, hop, c'est fini, on rentre chez soi, on a transpiré. Alors qu'au final, le travail de remise en question après, c'est peut-être limite ce qui fait la différence, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est le volume. Volume intelligent. Et surtout savoir faire ce qui doit être fait le jour J et comprendre ce que tu apprends. Ouais. Ça, c'est très important. Étienne Roubi qui nous dit: Salut Clément. Salut les gars, pardon. Question sur le format type live éducation, exemple la ventoline. Que pensez-vous de faire de temps à autre des lives de 25-30 minutes avec 3-4 diapos pour traiter un sujet en particulier? Cela demande du temps, mais peut-être que ce serait possible de faire ensuite un partenariat avec des formations diplômantes, voire l'université, etc. Je ne sais pas si ça chauffe les gens du chat. Force à vous. Ben, merci beaucoup. Alors oui, c'est ce que j'ai fait plus ou moins. Tu sais, j'ai fait le truc sur la ventoline. D'ailleurs, je vais y revenir après. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, quoi. Ouais. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues. Le problème, c'est que vous avez bien vu, même quand on a fait venir le chirurgien, vous savez, c'est extrêmement difficile de faire venir un chirurgien. C'est très, très dur. Et surtout, de faire venir quelqu'un de compétent, c'est encore plus difficile. Tu sais, hier, il y en a un qui me disait: oui, pourquoi tu ne fais pas venir un médecin et tout pour parler de ça? Donc, en gros, du dopage. Fred, est-ce que tu peux témoigner combien il y a de médecins qui m'écrivent pour me demander telle molécule, c'est quoi telle molécule? Fred, tu peux le dire? Les gars, des médecins, je peux vous montrer mon... Il y a des médecins qui pensent que les protéines sont des produits dopants. Donc, là, les gars, moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec des endocrinologues, avec des biochimistes, avec des docteurs en biomécanique, etc. Les gars, on est très peu à sourcer. Les sources que je vous donne scientifiques, c'est exactement les mêmes qu'un médecin irait consulter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Moi, je regarde quasiment pas tous, mais les principaux périodiques médicaux, comme un chirurgien. C'est-à-dire, moi et un chirurgien, on a exactement la même lecture. On n'a juste pas la même formation. Maintenant, sur la nutrition, il faut savoir que les médecins, ils ont quasiment rien. Sur les compléments alimentaires, je parlais avec un médecin du sport. Fred, il a eu 3 heures. 3 heures de formation sur les compléments alimentaires. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y avait je crois que c'est aussi 1 heure de formation, je crois, sur 8 ans. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, en fait, si demain, je dois parler de dopage, c'est la dernière chose que je ferai venir, c'est un médecin. J'ai eu à l'époque Alain Frey qui était à l'INSEP, il nous a fait un cours sur ça. Et il disait que malheureusement, ils étaient non seulement dépassés, mais en fait, eux, ils sollicitent eux-mêmes des chercheurs. Parce qu'on ne t'apprend pas de ça quand tu fais tes études de médecine. Alors oui, par contre, un endocrinologue, moi j'aime beaucoup échanger avec eux, parce qu'effectivement, sur l'hypophyse, les glandes surrénales et tout, c'est des tueurs. Mais après, sur tout ce qui est produits exogènes, etc., c'est pas leur domaine, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc c'est très, très, très difficile. Par contre, là où ça aurait pu être intéressant, c'est faire venir un pneumologue. Les gars, un pneumologue, pour vous donner une idée, demain, vous allez voir votre médecin généraliste, ok? Vous lui demandez un rendez-vous, c'est 1 an. Pour un pneumologue? Pour un pneumologue, Fred.
vous pensez vraiment qu'il va venir au FMC faire un live le lendemain pour Damien Lapillus, ce mec? Non mais les gars, réveillez-vous. Voilà. Fred, c'est ce qui fait pour nous, le chirurgien, déjà de venir sur son temps de repos. Ouais. Quand on sait les contraintes qu'a un chirurgien, on l'en remercie du fond du cœur. Ou Adrien aussi, carrément. Donc voilà. Donc oui, c'est des sujets qu'on pourrait, bien sûr, qu'on va essayer de faire à chaque fois. Là, j'ai pu rebondir sur l'actualité. Donc ça a fait un peu de vue, c'était intéressant, mais vous avez vu, le but c'était de faire de l'éducation. Par contre, sachez que j'utilise exactement les mêmes sources et je regarde exactement, parce que moi je regarde que des conférences médicales, ce que regardent les médecins. Et je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une maîtrise en performance sportive de haut niveau que j'ai passée à l'INSEP. Voilà. Ensuite, voilà. Hello les gars, à quel point, alors c'est Marius qui nous demande ça, à quel point vous utilisez les vidéos pour la préparation de vos combattants? Pensez-vous que cet outil peut devenir très important dans le MMA? C'est déjà le cas dans d'autres sports comme le rugby par exemple. Merci d'avance pour votre réponse. Alors toi, Fred, tu es un partisan des vidéos à mort parce que tu as fait du football américain, ça se voit pas comme ça, mais et tu disais qu'eux c'était des dingues de... Ah mais je te parle de ça en l'an 2000. Hein. En l'an 2000, c'était... Et toi, un truc tout bête, tu vois. Mais tu sais, aujourd'hui, les joueurs de foot, tu vois, par exemple, ils se cachent la bouche. C'est pour pas qu'on le lit sur leurs lèvres depuis quelques années. Et tu vois, par exemple, maintenant, tu vois... c'est nouveau, il y a des gens qui lisent sur les lèvres pour voir ce que disent les joueurs, pour essayer de prendre des informations. Mais au foot américain, tu vois le coach, par exemple, ici, il a une carte où il a ses jeux, mais il cache sa bouche. Mais je te parle de ça en 98 déjà. Et même moi, ça m'avait choqué. Je me dis pourquoi il fait ça. Et c'était Georges Eddy à l'époque, il disait qu'il y en a qui disaient sur les lèvres pour essayer de voir quel jeu il va envoyer à l'adversaire. Enfin, oui, Fred, c'est des trucs de fou. Et ils avaient un temps d'avance déjà sur d'autres sports, parce qu'il y a tellement de moyens, il y a tellement de... Et même le foot, pareil, il y a du temps d'avance. Et donc, pareil. Donc la vidéo, pour en venir à la vidéo, c'est utilisé dans les sports comme le rugby, comme le foot, comme le... Il y a 2-3 personnes, il me semble, c'est 2 personnes qui sont payées à plein temps au MHSC pour l'analyse vidéo. Et chaque club a minimum 2 personnes payées à plein temps pour l'analyse vidéo. Mais je l'ai vu au MHR, moi j'avais pris une leçon. Nous, on se trouvait pas mauvais, mais on était ridicule par rapport à... On a appris beaucoup en tout cas. Ouais. Donc oui, c'est très important, nous on le fait énormément. On passe beaucoup de temps à analyser les vidéos, ça peut faire rire quand on fait les ronds et tout, mais je vous garantis que je pense d'ici quelques années, ça ne fera plus rire personne. Voilà, donc c'est très très important de le réaliser. Alexandre Sanchez qui nous dit: pour quelqu'un qui ne peut pas pratiquer le MMA, est-il plus judicieux de suivre des cours de grappling et de boxe anglaise ou de judo et de sanda? C'est compliqué. Hein. Merci beaucoup à vous Clément et Fred. Alors pourquoi la sélection de ces... C'était quoi la question? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Boxe anglaise, grappling ou judo et sanda? Mais en fait, je sais pas pourquoi il peut pas faire... Les deux, ouais, pas... Ouais, je sais pas du tout si c'est parce que c'est pas la même association. Là, j'ai envie de te dire boxe anglaise et grappling, non? Peut-être déjà, ou sanda grappling, non? S'ils veulent aller vers le MMA, déjà, faut éviter tout ce qui est kimono, moi je trouve, personnellement. Ouais, parce que tu prends vraiment des mauvais réflexes. Enfin, tu prends des réflexes pour le judo, mais pour les transférer après en MMA, le kimono, c'est vraiment très dur. Donc, le moins de discipline avec le kimono possible. Ouais, moi, je suis d'accord. Donc, sanda, ça peut être pas mal, parce que tu apprends à lier tout, et grappling derrière, au moins, tu fais les transitions sur le sol. Parce que c'est une lutte de timing, du coup, le sanda. Ouais. Théo Salar qui nous dit: salut les gars, quels sont les sports que vous avez pratiqués étant gamin et combien d'années d'expérience? Fred, à toi l'honneur. Moi, j'ai commencé par le JJB. Hein. Le JB à 13 ans, 12 ans. Et après, du coup, après la lutte avec toi et après le MMA. Moi, j'ai commencé la boxe à l'âge de 11 ans, j'avais fait du judo avant. Et après, à 19 ans, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien et du grappling et ça m'a amené au MMA par la suite. Voilà à peu près notre parcours. Après, on est revenu déjà dans notre vidéo où on explique vraiment tout ce qu'on a fait, les compétitions qu'on a fait, etc. L'interview sur RMC, n'hésitez pas les gars, que tu as faite récemment. J'ai reçu énormément de messages. J'ai adoré. Même par les autres médias. Hein. Pourtant, je connais, cool. Je sais ce que tu dis déjà, mais j'ai pas pu décrocher. Franchement, n'hésitez pas à aller la voir les gars. Franchement, c'est une super interview. Théo Stander qui me dit: un complément vraiment utile pour améliorer la qualité du sommeil. Moi, je trouve que le Streless, donc le Lactium, ça a eu un effet super positif pour moi. Après, il y en a d'autres. Hein. La mélatonine, le ZMP, etc. Le ZMB aussi. Le ZMB, le magnésium, de manière générale. Mais ça marche pas, ça fonctionne pas sur tout le monde, malheureusement. Donc, à tester. Vos match-up rêves potentiels pour l'UFC Paris cette année? Match-up potentiel avec des Français, tu penses? Oui. Comme ça, Cyril Gann Pavlovitch, j'aimerais bien. Ah ouais, t'es chaud, toi. Nassourdine.
Nassourdine. Attends, il va affronter Chris Curtis, là, c'est ça? Ouais. Allez, Nassourdine contre. On va dire il bat Chris Curtis et après il prend Whittaker. Nassourdine Whittaker, on va dire. Ça serait possible, hein. Benoît Saint-Denis, il gagne son prochain combat et après il prend un top 15. Il y a qui dans le top 15? Jalin Turner, tiens, allez. Ah bon, on va en parler. Ouais. Turner. Toi, t'es chaud, toi. Ouais, mais après, faut. Ouais, de toute façon, Benoît, il refuserait pas. Ouais, il refuserait pas. Fares qui gagnerait là en Angleterre et après qui affronterait. Je sais qui dans le top 15. Un top 15. Allez, striker. Un striker. Ah, un Dan Hooker. Ah, ouais. Dan Hooker serait bien. T'es pas tendre avec nos Français. Hein. Et Manon Fiorot, elle prend le titre contre. Non, c'est Grasso du coup. Ouais. Contre Grasso. Après, il y a William Romy, il y a Abdul. Ouais. Abdul, je mets contre qui? Abdul, du coup, ça, en 70, ce serait. Allez, Gamrot. Ouais, parfait, Gamrot. C'est un Polonais. Ouais. Il y a une République Polonaise en plus. Ouais. Ça ferait un match de grappleur, ça serait top ça. Ouais. Et toi? Oh, moi ça va, moi ta carte me suffit amplement. Bon, ouais. C'est non, ta carte je la trouve cool, mais elle est vendeuse. Non, mais après c'est des combats utopiques, mais déjà. Oui, mais c'est des grosses oppositions. Hein. Ouais. Tu vois que t'as mis. Hein. Ouais. Tu peux pas te tromper. Hein. Et c'est pas non plus. C'est pas irréalisable. Enfin, peut-être pour l'UFC Paris, ça va faire court. Non, sur Whittaker, ça serait. Je pense Whittaker. Mais comme il voulait combattre à Paris, je crois, encore. Ouais. Donc il peut se glisser face à un Français. Hein. Duplessis se blesse. Regarde, Ikram, il affronte bien Paulo Costa son deuxième match. Exactement. Donc tout est possible. Ouais. S'il arrive, il cartonne Chris Curtis de façon impressionnante. Ouais. Bon, j'y crois pas, hein, mais on dit c'est des match-ups de rêve, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Guillaume qui nous dit salut les balaises. Bah, du coup, on rebondit sur. Après, on va en parler maintenant. On va parler de Turner. Donc, Jalin Turner, les amis, vous avez été énormément à m'envoyer cette photo. Donc, Fred, c'est la photo avec Khamzat Chimaev, qui fait polémique. Je l'ai vu hier. Donc, ce monsieur qui est à côté de Khamzat, là, les gars, il combat 70 kilos. Donc, voilà. Sachant que Khamzat, là, il est en middleweight actuellement, hein, on est bien d'accord. C'est un énorme 77 kilos, mais regardez, Turner à côté, il est à 70. Je pensais qu'Abdul, c'était un énorme 70 kilos. Tu vois, ça me fait même rigoler, quoi. Je l'ai regardé, j'avais beau me dire, allez, Fred, peut-être qu'il a pas de jambes, on sait pas, peut-être qu'on voit pas bien, mais il a des jambes fines, mais qu'il est plat, peut-être qu'on voit pas, mais il est plat, peut-être que. J'espère. Hein. J'avais beau me dire ça, mais même t'as beau te dire pas de jambes, plat, ce que tu veux, je sais pas, hein. Et c'est des suppositions. Hein. Mais dans tous les cas, ça. Tu vois le sparring, au moment où il lutte un petit peu et tout, il est costaud le mec. Hein. Bon, il est solide. En plus, tu vois, il a l'air de bien défendre et tout. Donc, Turner est énorme. Et il y a eu beaucoup de gens, et je sais les gars, ce que vous allez me dire, c'est une honte, machin, etc. Mais ça fait partie du sport, il arrive, il n'a pas de problème visiblement avec son cutting. Apparemment, qu'il dit que dans des interviews qu'il n'est pas si lourd que ça, qu'il fait que 82 kilos. Non, c'est pas possible. Alors moi, j'ai l'impression qu'il en fait 87, 88 quand je le vois. C'est pas possible. Il est énorme, le mec. Il est grand, hein, très, très grand. C'est le plus grand de la catégorie. Hein. Ouais. C'est le plus grand, je crois qu'il fait 1m91 ou 1m90, je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, c'était un véritable athlète. Et vraiment, voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur lui parce que j'ai eu pas mal de questions, des gens qui voulaient que je réagisse. Mais ouais, je pense que c'est un des plus gros, du coup, de la catégorie. Salut les balaises. Le débat sur la concurrence dans les organisations du MMA est bien agité en ce moment avec le PFL qui monte. Est-ce que vous préférez, comme certains, un gros concurrent à l'UFC puisse émerger pour que l'UFC reste largement leader, mais fasse des réformes salaires, des petits combattants pensés, etc. Personnellement, je trouve qu'il faut éviter les monopoles, mais j'ai peur qu'on se retrouve avec les problèmes qu'on a à la boxe, avec 2-3 grosses organisations qui se tirent la bourre. Force à vous, et j'espère que Clément a commandé le 3e micro pour Abdul. Il faut de la concurrence, parce qu'effectivement, je pense que ça peut faire revaloriser en tout cas les salaires à l'UFC. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai peur que ça devienne comme la boxe. C'est vrai que, pour mon plaisir personnel, on va dire vraiment pour sportivement parlant, que t'es plus les meilleurs qui s'affrontent. Par contre, pour les combattants, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait de la concurrence. Donc si je suis égoïste, bien sûr que je préférais que l'UFC ait le monopole et fasse combattre les meilleurs et que je m'en fous des salaires qu'ils offrent. C'est parce que en fait, quand t'es spectateur, c'est pas ton problème, les salaires ce sont pas tes problèmes. Mais par contre, quand tu vois, par exemple, si t'es combattant, plus il y a de concurrence, tu vois que les salaires ils sont en conséquence. Et après, du coup, tu vois qu'Anne Francis, s'il y avait eu 0 concurrent, est-ce qu'il serait vraiment parti Oui, c'est sûr. Tu vois, si par exemple il n'y avait pas de One, pas de Bellator,
il serait peut-être pas parti. Mais au final, financièrement, il s'y retrouve. Donc moi, franchement, si j'étais égoïste, je dirais je préfère qu'il n'y ait que l'UFC et que ce soit le top. Mais pour les combattants, c'est vrai que c'est mieux. Oui, c'est mieux parce que déjà, tu peux faire jouer la concurrence. Oui. Tu peux dire, écoute, moi, toi, tu me proposes, on renégocie mon contrat. Je veux partir, le PFL me donne 500 000 euros, toi tu m'en proposes 150 000, c'est pas possible. Et peut-être que là, effectivement, ils vont faire un effort en te disant, bon ben voilà, non seulement tu vas toucher ça, mais sur le prochain pay-per-view, tu toucheras ça, et ainsi de suite. Ouais. Comme s'ils sont seuls, et ben, ils te disent, ça te va, ça te va, ça te va pas, c'est pareil. Ouais. C'est ça le plus gros souci des monopoles. Et aujourd'hui, c'est bien que le PFL émerge. Jusqu'à combien de temps, je sais pas. Est-ce qu'ils vont tenir ? En tout cas, ça va être une course, c'est un marathon là, c'est pas un sprint. Hein, oui, pour là, tout le monde. Là, on le saura dans plusieurs années. Là. On sait que l'UFC, normalement, il n'y aura pas de problème, ils tiendront, parce qu'aujourd'hui, ils sont bénéficiaires, il me semble. Ouais. Maintenant, le PFL, ils ne le sont pas encore, mais ils ont levé les fonds pour l'être. Donc au début, de toute façon, il faut qu'ils dépensent pour recevoir. Maintenant, ils font parler d'eux. Ils font parler d'eux. Et après, des grosses entreprises qu'on pensait intouchables et qui ont coulé. Il y en a plein. Il y en a plein, hein, des Nokia, des BlackBerry, oui, qui n'ont rien à voir avec le sport, hein, mais... T'aurais dit à l'époque du boom de Nokia que ça allait couler, bah t'aurais pas pensé. Donc là, est-ce que l'UFC, peut-être dans 10 ans, ça va être le cas ? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est bien parti pour durer, mais des fois, franchement, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Et surtout que tu t'aperçois que l'UFC, en fait, il faut vraiment que tu arrives au top pour vraiment qu'ils te mettent bien, quoi. Ouais. Parce que même tu combats pas régulièrement et tout. On le voit, les Français, tu vois, Fares, ça a été laborieux. Taylor, n'en parlons pas. C'est un peu la cata. D'ailleurs, c'est un peu ce que reproche Francis Ngannou, je crois. Je crois qu'il reproche que pendant les 3 dernières années, il a combattu une fois par an et que lui, il voulait combattre. Il était demandeur. Ouais. Et qu'en gros, en plus, tu peux pas combattre ailleurs puisque tu es dépendant d'eux. Et il dit, en fait, c'est ce manque de considération. En fait, tu peux pas combattre. T'es dépendant de l'UFC. S'ils ne te donnent pas de combat, tu peux rien faire. Tu peux te plaindre à personne. Et oui, il disait aussi qu'il n'y avait personne pour le défendre et tout. Ça devenait insupportable. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas plus tard ce qui va faire un peu couler l'UFC ? C'est possible. Hein. Je suis étonné qu'il n'y ait pas alors, peut-être c'est pour ça existe déjà, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Des syndicats dignes de ce nom, quoi. Ouais, après... Mais en tout cas, voilà. Dracor qui nous pose la question, à quel point les vidéos de BJ Fnatic sont pertinentes pour s'améliorer ? Quelles sont les formations essentielles d'un débutant MMA devrait avoir pour progresser ? Alors, qu'est-ce que tu en penses sur des vidéos de BJ Fnatic ? Je trouve intéressante, moi. Je les trouve intéressantes. Après, c'est comme tout, il y a tellement de vidéos, je crois qu'il y a plus de 1000 DVD différents, il me semble, je sais pas. Et donc, du coup, tu te doutes bien que sur 1000, il y a de la qualité, il y en a des moins bons. Du coup, faut vraiment. C'est un peu comme YouTube. Hein. YouTube, tu peux voir des vidéos où tu apprends énormément et tu peux voir des trucs de fou. Oui, bien sûr. Donc, du coup, faut bien sélectionner, faut bien. Et des fois, tu vas regarder des vidéos, elles vont rien t'apporter. C'est le risque. Hein. Tu peux pas avoir que des vidéos qui vont t'apprendre. Mais dans l'ensemble, franchement, il y a du bon contenu et c'est un bon outil pour progresser. Ouais. Après, les formations, je sais pas si tu parles de formation de prépa physique, formation d'entraîneur, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que de toute manière, un combattant, il faut perpétuellement il essaie de se documenter, de s'éduquer et d'essayer de comprendre ce qu'il fait. C'est ça le plus important et c'est ce qui manque malheureusement des fois à certains pratiquants. C'est qu'ils font pour faire, quoi. Et après, quand tu es loisir, ça pose pas de problème parce que tu fais ça pour le plaisir, mais quand tu es compétiteur, effectivement, c'est un peu plus problématique. Voilà, les amis, on arrive à la fin de la FAQ. On va aller coacher Fred. Hein. On vous dit à demain pour un live. Normalement, il y aura le Lazy King avec nous. Et on vous dit à très vite, les amis.